vois, ça c'est une petite gueule qui passe là. Bonjour messieurs, dames, ici Éric Leray, donc j'ai à l'émission Occident. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir, après plusieurs personnalités politiques, comme vous le savez, je suis ouvert aux différents courants, Éric Duhem, qui vient de déclarer depuis quelques mois sa volonté de prendre la direction du Parti conservateur du Québec. Bonjour Éric Duhem. Bonjour. Merci de vous nous accorder un peu de votre temps, vous avez été très occupé. Merci de l'invitation. Très bien. Alors, vous êtes quelqu'un d'assez connu médiatiquement. Et la difficulté, c'était cette transition entre, disons, le monde médiatique et le monde politique. Mais oui. Alors, ma démarche aujourd'hui, chers téléspectateurs, c'est de vous montrer que vous avez une très longue expérience en fait dans ce domaine-là, et que, en fait, comme disait Obélix, vous êtes né, vous êtes tombé dans la mais c'est un peu l'impression que ça donne. Oui, en fait, c'est ça qui est curieux parce que les gens m'ont beaucoup connu dans les médias, évidemment. Ils connaissent moins mon passé politique, mais j'ai un passé politique beaucoup plus long, beaucoup plus diversifié que mon passé médiatique. J'ai passé seulement 10 ans dans les médias, mais tout le reste de ma carrière a été au niveau politique. Alors d'abord, vous avez une formation, ce qui était assez rare quand même, parce que c'est souvent des autodidactes ou des professionnels, mais vous avez un baccalauréat en sciences politiques de l'Université de Montréal, et vous avez une maîtrise en administration publique de l'ENA, qui est l'équivalent de l'ENA en France, parce qu'on a des gens qui nous regardent un peu partout. Alors, dès 16 ans, vous avez commencé, comme à peu près tout le monde à l'époque, je pense, vous étiez au Parti québécois, vous étiez donc président de l'association du PQ dans la circonscription de Vimont sur l'île Laval, et vous avez été donc souverainiste à un moment. On disait que j'avais pas droit de vote, mais j'ai été élu. Donc, oui, voilà. Donc, pour montrer que vous avez vraiment un passé très tôt. Alors, justement, la question, ça serait pour rebondir, le Québec a-t-il un avenir dans un Canada trudeauiste, de plus en plus centralisé et multiculturel, où il devient de plus en plus minoritaire? Parce que vous avez quand même gardé ce nationalisme, et on le retrouve un peu comme dans la CAQ, cette dimension. Et alors, voilà la première question pour engager un petit débat. Bien, écoutez, moi, c'est clair que je suis un nationaliste, c'est le Québec d'abord. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller au Parti conservateur du Québec. Et le Canada centralisé de Pierre-Éliott Trudeau et de son fils Justin ne m'intéresse pas. Puis c'est pour ça qu'au fédéral aussi, mes allégeances sont conservatrices et que je souhaite l'élection d'un gouvernement qui va avoir une vision un peu plus respectueuse de la Constitution canadienne, des compétences du Québec à l'intérieur du Canada. Et pour moi, le Canada ne peut être qu'un Canada décentralisé. Je ne crois pas à un Canada centralisé. Je me suis battu toute ma vie contre ça. Et je pense que, vous savez, on est en train d'assister à la fin d'un cycle en termes de débat référendaire au Québec. Et clairement, oui, le mouvement souverainiste est en train de disparaître. On voit le Parti québécois qui à tous les jours, perd des plumes. Mais je pense que il y a un paradoxe, mais leurs adversaires historiques aussi sont appelés à perdre des plumes, c'est-à-dire les fédéralistes centralisateurs libéraux à Ottawa, parce que c'était deux bêtes qui se nourrissaient. Puis avec la dépolarisation du débat, je pense qu'on est passé ailleurs, à un autre niveau. Et ces vieilles chicanes-là pour du fédéral qui vient s'ingérer dans les compétences du Québec, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'appétit pour ça au Québec à l'heure actuelle. Et vous l'avez dit, d'ailleurs, vous avez donc été sensibilisé tout à fait à la décentralisation. Oui. Et donc, vous avez développé une certaine état d'esprit et des valeurs autour comme disait Frédéric Bastiat, donc d'un État, disons, plus discret, moins interventionniste. Oui. Et donc, de là, vous avez, dans votre formation, mais aussi dans vos écrits, on le voit avec le premier écrit, quand je vous ai reçu il y a quelques années dans une autre émission, mais l'État contre les jeunes en 2011, et puis Libérez-nous des syndicats, la SAC pousse le bouchon, et on voit bien que dans ces trois livres, vous essayez vous avez développé un état d'esprit assez libertarien. Alors je voulais savoir aujourd'hui, dans l'esprit de Martin Masse avec le Québécois libre, est-ce que vous êtes toujours un peu libertarien, ou est-ce que vous avez évolué plus vers justement des valeurs conservatrices? Écoutez, je ne veux pas partir un débat sémantique pour savoir est-ce que je suis un conservateur, est-ce que je suis un libéral classique, est-ce que je suis un libertarien. Pour vous rendre ça simple, pour que tout le monde comprenne bien, moi, je souhaite une réduction de la taille de l'État. C'est-à-dire que je souhaite que chaque citoyen paye moins de taxes, moins d'impôts, qu'il y ait moins de programmes gouvernementaux, qu'il y ait moins de fonctionnaires et que vous ayez plus de liberté individuelle. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, je vois un État plus petit, puis vos libertés, puis vos droits démocratiques plus grands. Alors, justement, qu'est-ce que vous pensez
ce qui se passe depuis 6 mois avec la pandémie? Est-ce que vous croyez qu'on est justement... Ça fait plus que 6 mois, ça fait 1 an ou à peu près. Oui. Et moi, c'est une des raisons pourquoi, mais en fait, c'est la principale raison pourquoi j'ai décidé de revenir en politique. Je pensais que mon passage en politique se conjuguait au passé. Mais avec l'ampleur de la crise qui nous a affectés, surtout la façon dont le gouvernement gère cette crise-là, je ne pouvais pas rester sur les lignes de touche. Il fallait que je saute sur la glace. Et pour moi, c'est inacceptable ce qui s'est passé. Moi, j'ai eu la chance de travailler à l'étranger. Vous en avez parlé un peu. J'ai travaillé dans d'autres pays où j'aidais justement à faire des transitions démocratiques. Vous étiez en Irak, au Maroc, en Mauritanie? Oui. Puis j'aidais ces pays-là, ces parlementaires-là, les partis politiques là-bas, à faire une transition démocratique. Puis je me disais, mon Dieu, ils n'ont pas de droits. Leurs droits ne sont pas respectés, leurs droits démocratiques, leurs libertés individuelles sont bafouées. Puis je me disais, mon Dieu, qu'on est chanceux au Québec de compter sur un État qui, justement, permet tout cet espace de liberté. J'aurais jamais pensé qu'en l'espace de quelques jours, un seul homme pourrait complètement changer ça. Jamais dans l'histoire du Québec, une seule personne a détenu autant de pouvoir qu'elle peut faire fi du Conseil des ministres, de l'Assemblée nationale, de tous les tribunaux. Ils sont même rendus qu'ils donnent des contrats sans appel d'offres. Il en a donné 660 pour 3,8 milliards de dollars. Avec la commission Charbonneau, on avait dénoncé ça. Ouais. Là, c'est encore pire. C'est des contrats sans appel d'offres. Au moins, à la commission Charbonneau, on abriait ça avec des appels d'offres bidons. Là, il n'y en a même plus d'appels d'offres. Donc, jamais j'aurais pensé qu'un seul homme, pendant presque 1 an, puis ça n'a pas l'air d'être prêt à arrêter tout de suite, là, pourrait contrôler autant. C'est inacceptable dans une société démocratique. D'autant plus que la crise sanitaire, elle est quand même pas catastrophique. Là. Il y a quand même pas... Elle est très ciblée vers des clientèles plus vulnérables. Disons que si on avait les chiffres, on pourrait voir qu'il y a plus de morts, par exemple, des accidents de la route ou... Mais le drame, c'est qu'on se sert... Moi, je trouve que la COVID a le dos large. On se sert de la COVID pour justifier des empiètements sur nos libertés fondamentales, sur nos droits démocratiques comme citoyens d'une société du monde libre. Et c'est ça qui m'inquiète. Puis on est les pires du continent. Faut arrêter. C'est vrai que la crise a frappé partout. Oui, c'est vrai que les gouvernements ont dérapé là, en Europe aussi, il y a des excès aussi de l'État. Mais en au France, Québec, on est de loin les plus confineurs. François Legault est le pire gestionnaire pour brimer nos libertés et pour violer nos droits démocratiques. Vous avez été conseiller de Gilles Duceppe, de Stocquedet et de Mario Dumont. Oui. Alors, si vous aviez des conseils à donner d'abord comme candidat, mais aussi éventuellement comme futur chef du Parti conservateur, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? La première, c'est cesser l'état d'urgence. Ça urge. C'est pas normal que depuis 1 an, on vit sous ça. D'ailleurs, la loi sur la santé publique au Québec n'est pas faite pour quelqu'un qui gouverne pendant 1 an sans aucun contre-pouvoir. C'était fait pour 2 semaines. Ça fait 1 an qu'on en abuse puis qu'on renouvelle de décret en décret. Il faut que ça arrête maintenant. La deuxième, c'est qu'il faut faire preuve de transparence. Arrêtez de parler aux Québécois comme s'ils étaient des enfants, les menacer avec des mesures coercitives, avec des contraventions, des amendes, etc. Et leur parler comme à des adultes, les renseigner. Donc, la transparence, leur donner les avis de santé publique, puis leur expliquer c'est quoi la différence entre la politique et la science. Et laisser les gens... La troisième truc que je conseillerais, c'est faire confiance aux citoyens. Si les citoyens sont assez intelligents pour voter puis pour vous élire, ils sont assez intelligents pour ne pas vouloir contaminer leur grand-mère et la faire mourir. Donc, il faut faire confiance à l'intelligence des gens. Il faut permettre responsabiliser le citoyen, comme un paquet d'autres États ailleurs dans le monde ont fait, puis leur dire voici l'état de la situation, voici les dangers, voici les pires façons de se contaminer, voici ce qu'on sait au niveau scientifique. Oui, parce qu'il y a eu on disait tout et son contraire. Au début, on disait que le masque n'était pas obligatoire. Après, Puis maintenant, aujourd'hui, c'est obligatoire. On est même rendu qu'on masque des enfants de 7 ans dans les écoles. C'est abominable. Alors qu'il y a de moins en moins de cas. C'est à ne rien comprendre. Donc, alors, ils ne font plus de sport, il n'y a plus d'activité. On a un couvre-feu, alors que c'était soit le couvre-feu ou le confinement. Là, on est rendu avec les deux. Et on va être les derniers. Là, partout ailleurs, c'est en train d'être déconfiné. Puis nous autres, le gouvernement continue à arriver avec des mesures comme hier, il est arrivé avec l'idée d'un passeport vaccinal. Puis en plus, on a appris qu'après la semaine de relâche, les enfants primaires de première, deuxième, troisième année vont devoir porter un masque. Donc, le gouvernement, au lieu de reculer puis tranquillement déconfiner, est en train d'empiéter encore davantage. Et c'est un impact aussi, là, vous êtes intervenu aussi beaucoup, c'est aussi un impact économique. Bien, l'impact économique est catastrophique et le Québec va être beaucoup plus affecté que ses voisins parce que le confinement a été beaucoup plus sévère. Nulle part ailleurs sur le continent, on a fermé l'industrie de la construction comme on le fait le printemps l'année dernière. Nulle part ailleurs, on a fermé les usines. Les salles à manger des restaurants et des bars au Québec
on est les pires en termes de jours perdus et obligés d'être fermés. C'est les pires du continent. Fait qu'il faut arrêter de penser que dire « Ah oui, mais partout ailleurs, ils l'ont fait aussi ». C'est faux. Partout ailleurs, ils ont été plus généreux pour les libertés individuelles, plus respectueux de nos droits démocratiques. Trump avait refusé de fermer justement pour maintenir l'économie, mais bon... Il y a un paquet de législations, un paquet d'États aux États-Unis où présentement les gens sont très libres, puis il y a un paquet d'autres pays. Oui, parce qu'on aussi. oublie que c'est un système fédéral et que chaque État peut... Comme au Canada. Comme au Canada. Alors, justement, je rebondis parce que Gérard Dettel, le 19 février dernier, a posé des questions, parce que vous dites que c'est des enjeux québécois, mais aussi canadiens. Oui. Il dénonçait à juste titre que le Canada est membre du G7, oui, mais qu'il dépense le plus d'argent, qu'il y a eu 230 000 pertes d'emplois, plus de 40% touchés pour des femmes, 850 000 entreprises qui doivent être aidées, avec le projet de loi C14 qui est contesté, et une entreprise sur 6 risque de fermer, et on a 2,4 millions de Canadiens qui risquent de perdre leur emploi. Et ça, là, ça va être... Là, évidemment, on ne pouvait pas faire ça pendant la crise, mais ça va être le bilan. Il va falloir faire un bilan puis tirer des conclusions de ça. Je sais que François Legault, présentement, veut tout faire pour éviter les commissions d'enquête publiques et indépendantes, mais il va falloir... Puis d'ailleurs, ils se réunissent avec sa cellule de crise. Ils ne prennent même pas de notes écrites tellement ils ne veulent pas qu'on sache qu'est-ce qui se passe. Puis autour de la table, il y a 18 personnes. Hein? Les décisions qui ont été prises pendant la crise, là, c'est 18 personnes autour d'une table à l'Assemblée nationale, parmi lesquelles il y a 15 personnes que c'est des conseillers politiques, des politiciens et des anciens chefs de cabinet. Il y a un seul scientifique, c'est le docteur Horacio Arruda. Et autour de cette table-là, sans note écrite, on a paralysé l'économie du Québec comme jamais. On va avoir causé combien de faillites, combien de suicides, combien de chômeurs, combien de décrochages scolaires. J'allais parler des suicides des jeunes. Oui. Écoutez, là, on est en train de créer toutes sortes de problèmes. Le traumatisme. À un moment donné, il va falloir analyser ça et comparer aux États voisins qui ont beaucoup moins confiné et voir combien de vies ils ont sauvées comparativement à nous. Et vous allez voir que le bilan risque de ne pas être rose. Et si François Legault a eu une espèce de popularité soudaine au début de la crise, puis ce qui est normal, on s'est solidarisé au départ, c'est ça, oui. Puis on avait tous envie de contrer le coronavirus, mais à la longue, en voyant les décisions complètement inconséquentes et inexpliqué du premier ministre, j'ai l'impression que sa lune de miel risque de finir abruptement au cours des prochains mois. Mais c'est un peu vrai partout, hein? Trudeau, puis surtout en Europe. Cuomo, regardez ce qui se passe avec Cuomo à New York. Ouais. C'était le héros. On disait que même les démocrates voulaient le présenter contre Donald Trump. Aujourd'hui, il fait face à toutes sortes d'accusations. Ils ont tripoté les chiffres. Il y a un centre de personnes âgées. Ça ressemble un peu à l'histoire d'horreur qu'on a eue avec Aaron ici à Montréal. J'allais vous en parler justement sur le rapport aux anciens, à nos anciens, qui ont bâti le Québec, qui se retrouvent abandonnés dans certaines... C'est ça, c'est pas un conflit de génération. Là. Je sais que le premier ministre essaye de dire que c'est les jeunes qui sont égoïstes, qu'on essaie de rejeter les personnes âgées. C'est pas ça du tout, la division. Il y a beaucoup de personnes âgées, moi, qui me contactent tous les jours. Ils adhèrent au Parti conservateur du Québec par centaines présentement. Puis ils me disent, Éric, c'est épouvantable. Puis c'est triste, là. Il y a des endroits que les gens sont embarrés pratiquement dans leur chambre depuis des mois. Ils n'ont plus de mobilité. Ils sont en train de perdre leur masse musculaire. On leur sert des cabarets 3 fois par jour devant une porte, puis on leur sonne une cloche pour qu'ils rouvrent la porte, qu'ils puissent prendre leur cabaret, refermer la porte, puis au bout d'une heure, leur rouvrir la porte pour mettre le cabaret avec la vaisselle sale à l'extérieur. C'est pas une vie. Ces gens-là, on les a empêchés de voir leur famille. On empêche leurs enfants de travailler. On empêche leurs petits-enfants de jouer avec leurs amis puis de faire du sport. Écoutez, on a violé des choses qui sont inviolables dans une société libre et démocratique comme la nôtre. On n'est pas en Chine communiste ici. Là. Ben oui, je comprends que le virus venait de là. Puis on a vu qu'est-ce qui s'est passé à Wuhan quand ils ont soudé des portes puis ils ont embarré des gens dans des édifices. On n'est pas là. On ne peut pas faire ça au Canada. On n'a pas le 1000 points et puis avec le faciès et puis avec comme le permis à points, mais pour les citoyens. Alors justement, peut-être profiter de votre intervention. Oui. Quelles sont les propositions que vous feriez comme chef du Parti conservateur du Québec face à la situation économique, par exemple? Mais là, il va y avoir 2 chantiers sur lesquels on va devoir parler. Puis la prochaine campagne électorale risque de porter essentiellement sur ça parce que, bon, j'espère que la crise va être derrière nous, puis j'espère qu'on va enfin nous avoir libérés, puis qu'il n'y aura plus de masques, qu'il n'y aura plus de toutes les mesures sanitaires arbitraires et abusives qu'on connaît présentement. Et je pense qu'il y a 2 chantiers qui vont rester. D'abord, l'économie, vous venez d'en parler. L'état des finances publiques va être dans un état désastreux. Les faillites vont se compter par milliers, les chômeurs par centaines de milliers. Et il va falloir
relancer l'économie, puis l'État n'aura plus les moyens parce qu'il va être endetté comme c'est pas possible. Donc, je pense qu'il va falloir donner de la liberté aux entreprises et aux créateurs pour pouvoir relancer l'économie. Le gouvernement, c'est un très mauvais allocateur de ressources. Il n'a jamais été bon pour diriger l'économie. Il va falloir donner la liberté aux entrepreneurs. Puis, parallèlement à ça, il y a le système de santé. Ça fait 30 ans, 40 ans qu'on le sait que le système de santé au Québec est malade. La COVID nous l'a malheureusement rappelé. Mais la COVID n'a pas rendu le système de santé malade. La COVID a mis en évidence les problématiques du système de santé. Puis qu'on le veuille ou non, que François Legault le veuille ou non, il va y avoir un débat sur la place du privé dans le secteur de la santé au Québec. Moi, j'ai l'intention... Un débat qui avait été lancé par l'Institut économique de Montréal. Oui, par l'ADQ aussi, l'Action démocratique du Québec, à l'époque de Mario Dumont. Moi, j'ai conseillé Mario Dumont sur ce dossier-là en particulier. Et lorsqu'il y a eu la fusion entre l'ADQ et la CAQ, François Legault avait promis aux ADQistes comme moi qu'il allait maintenir le volet du privé en santé dans le programme de la CAQ. Lors de la fusion, il nous avait même dit que c'était à Québec qu'on ferait les premiers projets pilotes. Il n'a strictement rien fait. Il nous a trahis. Et depuis ce temps-là, il n'y a plus ce débat-là. Puis notre idée, c'est pas de dire qu'il faut donner tout au privé. L'idée, c'est de dire... D'ouvrir à la concurrence. Il faut qu'il y ait de la concurrence. Il faut qu'il y ait une option pour les autres personnes. Il faut qu'on ait un système parallèle public-privé parce que présentement, le monopole public est incapable de répondre à la demande. Puis regardez là, ce qui s'est passé avec les... Est-ce qu'il y a eu des problèmes d'inpharmacie pendant la crise? Ben non. Est-ce qu'il y a eu des problèmes chez les dentistes? Ben non. Est-ce qu'il y a eu des... Est-ce que le problème, c'est parce qu'on a un monopole public hyper bureaucratisé, hyper syndiqué, hyper conventionné, hyper inflexible, avec beaucoup trop d'étages de fonctionnaires, puis pas assez de monde sur le terrain? Moi, je pense que c'est ça le problème. Alors, je rebondis parce que en 2010, vous avez créé un réseau, le réseau Liberté Québec, et l'ambition, c'était justement de rebâtir une droite québécoise. Alors, votre candidature donc, pour devenir chef du Parti conservateur du Québec me permet de remettre en perspective vos propos actuels, puisque moins d'État, donc on l'a bien compris au début de la présentation, moins d'État, plus de liberté individuelle, plus de responsabilisation donc des citoyens. Alors, qu'est-ce que vous gardez comme... Parce que justement, ce réseau Liberté Québec, où il était à ce moment-là, est-ce que ça vous a aidé à prendre votre décision? Je rappelle qu'il y a Yann Sénéchal qui vous accompagnait avec Joanne Marcotte, entre autres. Hein. Il y avait bien sûr d'autres personnalités. Alors, on se rappellera que Joanne Marcotte avait écrit un livre qui s'appelle « Pour en finir avec le gouvernement Maman ». Donc, c'est un peu le même esprit. On voit bien qu'il y a une volonté de retrouver une sorte de... Est-ce que ça vous sert, ce réseau, pour développer... Le réseau Liberté Québec a été c'était ça, c'est pour ça que ça s'appelait un réseau, c'était pour réseauter, c'était justement pour ouvrir nos horizons, pour se parler entre nous, les gens qui veulent un État plus réduit, les gens qui ont un passé un peu plus nationaliste. Puis ça a fonctionné, on s'est regroupés. Moi, j'ai connu un paquet de gens grâce au réseau. Il y a un paquet de gens qui m'ont connu, qui se sont connus entre eux. Et ça a donné un paquet de beaux projets. Il y a même le directeur des communications de François Legault qui est issu du réseau Liberté Québec aussi. Mais on s'est ravancé dans différentes sphères à la suite de ça. Joanne Marcotte, aujourd'hui, est rendue chroniqueuse à la presse. Yann Sénéchal est chroniqueur à la Radio de Québec. Avec Jeff Fillion, il y a plein de gens qui ont connu un essor, soit médiatique, soit politique, grâce à ça. Puis ça permet aussi aujourd'hui de recontacter ces gens-là, puis de les remobiliser. Puis oui, il va y avoir beaucoup de gens du réseau Liberté Québec. Il semble que le déclencheur, c'était la fusion de l'ADQ avec la CAQ, d'ailleurs qui a abouti à la création d'un autre côté du Parti conservateur du Québec. Mais là aussi, ce réseau, vous vous sentiez orphelin politique. Hein. Oui, puis on le sent encore plus orphelin politique. Moi, j'ai voté pour François Legault lors des 3 dernières campagnes électorales. Je ne vous dis pas ça avec fierté aujourd'hui, mais je suis très honnête et transparent. Je croyais, puis je m'illusionnais, je me rends compte aujourd'hui que j'avais comme un François Legault que j'avais imaginé, mais qui malheureusement n'est pas celui réel. François Legault nous a dit quelques bons trucs pour nous courtiser à l'époque, mais on s'est rendu compte que le François Legault, qui est premier ministre du Québec, c'est le François Legault du Parti québécois d'une autre époque. Il a quitté le Parti québécois puis il a fondé la CAQ parce que c'était le chemin le plus facile et le plus rapide pour devenir premier ministre du Québec, parce qu'il voyait que le PQ, le bateau commençait à couler et à prendre l'eau. Puis il s'est trouvé un autre navire. Mais il n'a jamais adhéré à nos idées. Il n'a jamais été quelqu'un qui croit véritablement à une réduction de la taille de l'État. François Legault, c'est un PQ 2.0. C'est un homme qui croit à un gros État. C'est un étatiste. C'est un gars qui croit au dirigisme économique de la part de l'État.
Et malheureusement, la crise sanitaire l'a mis en évidence. Alors justement, pensez-vous que le Parti conservateur du Québec, après Luc Harvey et Adrien Pouliot, avec vous à sa tête, pourra devenir ce relais politique proche des préoccupations des gens et donc soutenir justement ce moins d'État, plus de liberté individuelle, plus d'entrepreneurs? C'est notre défi, c'est notre espoir. Et je pense que le contexte actuel fait qu'il y a une espèce de nouveau clivage aussi. Là, on parle beaucoup de la réduction de la taille de l'État, mais je veux vous dire que... On va parler du social. Je veux juste dire qu'il y a beaucoup de gens avec qui je pensais jamais faire de la politique, qui ont été historiquement des adversaires, puis qui aujourd'hui se joignent à nous. Puis la raison est simple, c'est que la crise a mis en évidence tellement la problématique du dirigisme puis de l'État qui intervient trop dans vos vies, qu'il y a des gens qui se sont retrouvés, c'est des artistes qui étaient pour Québec solidaire, qui se ramassent plus d'emploi, qui se ramassent qu'on viole leurs droits démocratiques, qui se ramassent qu'on dit qu'on veut appeler vos voisins pour appeler la police pour dénoncer vos voisins parce qu'ils reçoivent leur mère à souper. Il y a des gens pour qui ça ne faisait pas partie de leur valeur. Et là, ça les a choqués. Et de voir l'unanimisme à l'Assemblée nationale, parce que autant Québec solidaire, le Parti libéral du Québec que le Parti québécois ont tous applaudi aux mesures abusives de François Legault depuis le début de la crise. Ils ont même été faire des conférences de presse ensemble, tellement ils étaient main dans la main, copains. Bien, il y a des gens dans ces formations politiques-là qui étaient des adversaires historiques, qui ont dit là, c'est trop. Et eux aussi se joignent présentement au Parti conservateur du Québec. Alors, j'ai une petite question d'ancien ami ou d'amis. Martin Masse, qui est le bras droit de Maxime Bernier, mais qui aussi était l'ancien Québécois libre, et aussi qui a été responsable à l'Institut économique de Montréal de l'édition. Alors, comment gérer la tension inévitable entre, d'une part, maintenir des principes conservateurs ou libertariens, que vous venez de nous expliquer, dans un contexte hostile, même s'il faut être patient et éduquer les gens, à d'autre part, les diluer pour plaire à plus de gens possible? Il pose une question liée à son expérience, mais aussi à la vôtre. C'est certain qu'au Québec, historiquement, on a toujours pensé que les Québécois étaient plus à gauche. Puis c'est vrai, quand on leur demande êtes-vous de droite ou de gauche, les Québécois, spontanément, vont majoritairement s'identifier à gauche. Maintenant, quand on prend chacun des thèmes et qu'on commence à creuser... Comme le rapport à l'État. Comme le rapport à l'État, comme si on parle du système de santé, curieusement, c'est au Québec où les gens sont le plus favorables à l'intervention du secteur privé en santé. Si on regarde le système d'éducation, c'est au Québec où le système privé est le mieux développé, particulièrement au niveau du secondaire. Il y a certaines régions où c'est 1 sur 3, 1 sur 4 d'enfants que les parents payent et l'envoient à l'école privée. Donc, quand on commence à... Les Québécois aiment clignoter à gauche, mais de temps en temps, ils tournent à droite. Donc, il faut faire attention aux images et aux impressions. C'est peut-être trompeur. Et l'autre truc aussi, c'est que il y a présentement un fractionnement de la classe politique, de toute évidence. On était habitué depuis toujours qu'il y avait 2 partis, c'était le bipartisme au Québec. La prochaine campagne électorale, il y aura 5 partis importants lors de l'élection. Quand c'est une élection à 2, ça te prend 50 plus 1 pour gagner. Quand c'est une élection à 5, avec 25, 26, 27 si tes votes sont bien placés, tu peux gagner une élection. Donc, la dynamique, elle est changée. Et ce qui est bien, c'est que les 4 autres partis que le Parti conservateur du Québec sont tous à gauche. Ils veulent tous plus d'État. Ils sont tous d'accord pour augmenter la taille de la dette. Ils sont tous pour le monopole public en matière de santé. Ils sont tous d'accord avec les mesures sanitaires abusives actuelles. Donc, on va être le seul parti qui va se démarquer. Puis on aura 4 partis qui vont se diviser le même électorat avec les mêmes positions sur ce qui, pour moi, est fondamental et essentiel. C'est tout à fait intéressant ce que vous me dites, parce que la deuxième question, c'était le populisme est-il un phénomène politique positif ou négatif pour vous? Ça dépend de la définition que vous y donnez. Voilà. Et en même temps, vous semblez être préoccupé, autant avec la création de ce réseau, d'être proche des préoccupations des gens. Donc, est-ce que vous êtes populiste aussi? Écoutez, il y a des gens qui me disent que je suis populiste, puis il y a d'autres gens qui me disent qu'ils m'accusent d'être un intellectuel parce que j'ai écrit des livres. Puis parce que, en raison de mes études ou de mes expériences à l'étranger, je ne sais pas moi-même comment me définir parce que le mot populisme, souvent, il est utilisé à toutes les sauces. Souvent, c'est un mot qui peut sonner péjoratif pour certains. Moi, je l'ai toujours vu comme quelque chose de plutôt positif. Pour moi, ça veut dire populiste, ça veut dire près des gens, ça veut dire populaire. Puis je sais que, moi, je suis un gars qui a travaillé depuis 10 ans dans le domaine des médias, là, je suis un communicateur. Puis populiste, ça veut aussi pouvoir dire parler le langage des gens pour être mieux compris. Puis il y a beaucoup de gens qui s'intéressent peu à la politique et qui me suivent parce que, justement, ils ont l'impression qu'enfin, ils peuvent comprendre les débats puis ils peuvent adhérer à des idées. Oui, parce que quand j'ai fait des recherches sur le réseau Liberté Québec, je suis tombé sur des articles qui parlaient de Tea Party à la québécoise. Alors, c'était un peu difficile parce que
Mais bon, au moins, ça vous plaçait sur le rapport. Alors, je crois que Nathalie Gréby-Lévy avait fait une chronique justement sur le rapport à l'État, qui définissait la différence entre droite et gauche, parce que c'est plus vraiment une différence pertinente, on va dire. Alors, juste pour finir sur l'aspect fédéral, quelles leçons tirez-vous de l'expérience de Maxime Bernier au fédéral, justement? Parce que c'était quelqu'un du Parti conservateur, mais qui a pris un risque énorme en s'investissant dans la création justement d'un 3e ou d'un 4e. Moi, je pense que l'expérience de Maxime Bernier m'a appris une chose, c'est qu'il faut mieux vaut partir avec un parti déjà existant. Et c'est pour ça que j'ai choisi de briguer la direction du Parti conservateur du Québec, parce que fractionner... Il y a eu tout un travail de fait. C'est ça. Fractionner un parti qui existe déjà, c'est beaucoup plus difficile. Tout à fait. Et se démarquer, se faire... Puis je l'ai appris aussi, je vais même faire un parallèle avec l'ADQ, là. Quand tu crées un nouveau parti, puis là, Maxime Bernier a ce problème-là, mais Mario Dumont l'a vécu pendant une décennie avant. Je me souviens, ça faisait 10 ans que l'ADQ était fondée. On était dans Vanier, la circonscription de Vanier à Québec. Il y avait une élection partielle. Et on faisait du porte-à-porte, puis il y avait des électeurs qui me demandaient « ADQ, est-ce que ça veut dire Aéroport de Québec? » Et j'avais compris que pour que les gens sachent qu'on est un parti politique, ça prend des décennies. C'est un travail de moine. De réseautage, oui. Et on a la chance maintenant d'avoir un parti qui a le mot conservateur. Quand on dit conservateur au Québec, tout le monde sait que c'est un parti politique. Tout le monde sait que c'est un parti qui a une sensibilité plus de centre-droit. Mais on a contesté longtemps le titre, à l'époque de Luc Harvey, et on a maintenu Je sais qu'eux, il y avait des gens qui voulaient changer le nom, puis même j'ai un adversaire qui ouvre la porte à changer le nom. Pour moi, c'est fondamental de le garder. C'est une des raisons pourquoi je me présente à la direction de ce parti-là, parce que le nom, pour moi, a une valeur. Alors, Luc Harvey, l'ancien chef, donc, pose une question tout simple, mais qui va nous amener justement, on a déjà abordé des sujets sur le social. Vous vous situez donc du côté d'une droite économique, mais comment vous situez-vous au niveau des questions sociales? On parle d'économie, mais peut-on faire du social avec de l'économie? Écoutez, c'est les questions sociales, j'imagine que vous voulez dire morale, le conservatisme social. Oui, alors on va aborder quelques thèmes, on verra. D'abord, moi, je suis gay. Tout le monde le sait. J'ai même écrit un livre là-dessus. Donc, j'ai toujours été, je me suis toujours différencié des conservateurs sociaux. Cela étant dit, j'ai un grand respect pour les conservateurs sociaux. J'ai été directeur des communications de Stockwell Day, qui a été peut-être le chef conservateur social le plus important qu'on a eu depuis plusieurs années, qui a été ministre ensuite pendant les années Harper dans le gouvernement conservateur. Donc, je m'entends très bien avec les gens qui sont des conservateurs sociaux. Moi, je respecte les gens dans leurs valeurs personnelles, individuelles et même religieuses. Mais pas communautaires. C'est la limite. Mais pas mes imposer à moi puis les imposer à l'ensemble de la société. La religion puis les croyances d'une personne ne doivent pas devenir la loi des autres. Jacques Parizeau a déjà dit ça. Et c'est quelque chose auquel j'adhère beaucoup. Et pour moi, je respecte ces gens-là, mais ces gens-là doivent aussi me respecter. Puis moi, je suis différent par rapport à eux. Alors, on va prendre juste un ou deux thèmes. Par exemple, dans la santé, vous avez abordé le sujet, on a compris qu'il faut réintégrer un peu de privé. Par exemple, l'aide médicale à mourir, bon, ça a été, ou l'avortement, ou les questions de genre. Est-ce que là-dessus, parce que dans votre livre, justement, la fin de l'homosexualité du dernier gay, j'ai pensé à différentes personnalités qui refusaient justement ce côté communautaire et qui ne voulaient pas forcément des règles en fonction de conviction, et donc parce qu'ils sont privés, vous l'avez bien rappelé. Donc, sur cette Vous savez que l'avortement, c'est toujours un terrain glissant pour les conservateurs fédéraux. Vous avez vu ce qui est arrivé avec Andrew Scheer, la dernière élection fédérale. Je ne vais pas m'embarquer dans ce débat-là. D'abord, pour une raison simple aussi, c'est que c'est pas une juridiction qui appartient au Québec. C'est le fédéral. C'est une question qui doit être réglée à Ottawa par le Parlement fédéral. Donc, les gens, peu importe vos convictions, vous pouvez adhérer au Parti conservateur du Québec parce qu'il n'y a aucune ligne directrice là-dessus, parce que jamais on n'interviendra. Puis j'espère qu'Ottawa n'interviendra pas non plus dans nos compétences. Si être autonomiste, parce que moi, c'est comme ça que je me définis sur l'axe constitutionnel, être autonomiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut que le Québec soit autonome dans ses champs à lui, mais ça veut aussi dire qu'on ne veut pas empiéter sur les champs de l'autre parce qu'on ne veut pas se le faire faire. Donc, je vais respecter ça. Tout à fait. Alors, il y a d'autres thèmes comme les retraites. On voit l'arrivée massive des baby-boomers dans les hôpitaux. Ça, c'est mon premier livre, hein? C'est l'État contre les jeunes. C'est comment les baby-boomers ont détourné le système, le sous-titre. Oui, puis déjà, à l'époque, vous aviez déjà une réflexion sur le déficit public. Oui. Voilà. Et là, je pourrais réécrire une autre version aujourd'hui, puis le constat sera encore plus noir. Hein? Vous comprenez qu'avec la crise sanitaire qu'on vient de vivre, les grands perdants, puis
là, je ne parle pas juste au niveau de la détresse psychologique, du décrochage scolaire, qui, quant à moi, vont être très importants, mais aussi au niveau financier. Les jeunes, les plus jeunes, puis les jeunes qui ne sont pas encore au monde, c'est eux qui vont payer malheureusement le gros de la facture puis la catastrophe économique que le gouvernement Legault leur a pelleté sur les épaules. Puis pour ce qui est des retraites, des régimes de retraite, le régime actuel n'est pas viable. C'est-à-dire que... Donc vous seriez plus pour la capitalisation et non plus pour la répartition. Il faut comprendre que ces régimes-là ont été pensés à une époque au Québec où il y avait 7 travailleurs pour un retraité. Ah oui. Aujourd'hui, on est à peine à plus que 2. Oui. Et donc, c'est normal que le régime, la pression qui est mise sur le travailleur est beaucoup trop élevée. On n'avait pas prévu que d'abord notre taux de natalité diminuerait autant, puis que l'espérance de vie serait aussi longue. L'espérance que les personnes âgées vivent plus longtemps, c'est une extraordinaire bonne nouvelle. Sauf que la pression fiscale qui est exercée sur les gouvernements par les soins de santé qui coûtent de plus en plus cher, puis les régimes de retraite qui explosent, bien, il faut qu'à un moment donné, quelqu'un paye pour ça. Puis il y a une inéquité. On ne peut pas demander à la prochaine génération d'être... Ça va déjà être la première fois de l'histoire du Québec. Oui, on va avoir une génération qui va être plus pauvre que celle de ses parents. Est-ce qu'on va encore l'appauvrir davantage? Est-ce qu'on va creuser cet écart-là? Moi, je pense que non. Je pense qu'il faut justement essayer d'atténuer cet écart-là. Alors, justement, c'était le cœur du livre L'État contre les jeunes, oui. Comment les baby-boomers ont détourné le système. Mais libérez-nous des syndicats. Est-ce que justement, pour l'aspect économique, pour lutter aussi contre la dette publique, et, vous dénonciez en 1996, elle était de 78 milliards, en 2012, 173 milliards, en 2021, on imagine. Alors, le carcan syndical, ça, là aussi, c'est un de vos, disons, un de vos thèmes, importants pour permettre de libérer le travail aussi. Absolument. Puis les premiers chantiers auxquels il va falloir s'attarder, c'est clairement de remettre de la démocratie dans ces organisations-là. Remettre en cause la formule ronde, par exemple? Bien, moi, je pense que la première étape, c'est sûr que pour moi, la formule ronde, c'est un idéal. Dans un monde libre, les gens seraient libres d'adhérer ou non. L'article 2D de la Constitution canadienne nous le dit clairement. On a le droit d'association. Le droit d'association, c'est aussi le droit de se désassocier. Oui, voilà. Parce que là, il me semble qu'on confond un peu la liberté de s'associer et l'obligation de s'associer. C'est ça. Donc ça, c'est tout un débat constitutionnel et théorique, là. Mais la première étape, avant même d'en arriver là, ça va être d'abord de s'assurer qu'il y a de la transparence. On a parlé de la transparence avec François Legault, mais les centrales syndicales aussi, il faut avoir qu'il y ait preuve de transparence. Aux États-Unis, les syndicats, par exemple, sont obligés de toutes les dépenses de plus que 5 000 de rendre ça public. C'est même sur le site Internet du ministère du Travail. Donc, il va falloir qu'au Québec, c'est pas normal qu'un travailleur syndiqué qui paye 1 000 par année en cotisation syndicale qui ne sache même pas où va cet argent-là. Il va falloir qu'il y ait une obligation de transparence de la part des syndicats. Et deuxièmement, des votes à main levée avec des goons en arrière de la salle là, qui te disent comment voter ou qui te tiennent le bras, ça ne peut plus fonctionner. Là, on est en 2021, c'est inacceptable, c'est barbare comme mode de fonctionnement. Il va falloir rétablir une forme de démocratie où avec des bulletins de vote secrets, puis où chaque travailleur peut voter. Et c'est pas juste une petite clique qui contrôle et qui dirige ce que l'ensemble des autres vont être obligés de faire. Là. Il y a plein de syndiqués là, qui sont... Ils n'ont aucune idée qu'est-ce qu'on fait avec l'argent. Ils n'ont aucune idée même des positions qu'ils prennent. Ils ne sont pas d'accord avec ça. On l'a vu au printemps étudiant, hein, il y a une dizaine d'années au Québec. Oui, 2012. L'argent partait puis allait aider Gabriel Nadeau-Dubois avec sa gang dans les rues qui vandalisaient puis saccageaient le centre-ville de Montréal. Ces travailleurs-là étaient outrés de ça puis étaient victimes de ça. Et en plus, ils ont appris par la suite qu'ils l'ont financé. Oui, parce qu'ils payaient les bus. Bien oui, ça n'avait aucun sens. Donc, il faut éviter ce genre de dérapage-là. Et pour ça, ça prend de la transparence et de la démocratie. Alors, 3-4 derniers thèmes. Donc, la question de l'identité, on l'a vu, c'est très sensible pour vous, et à juste titre. Mais il y a aussi donc associé la politique d'immigration et le multiculturalisme. Alors là, vous avez pris des positions aussi. Alors, est-ce que, comme leader du Parti conservateur, vous allez continuer dans cette Absolument. Écoutez, la question d'immigration risque de se poser très différemment dans les prochains mois, les prochaines années, parce que vous avez parlé tout à l'heure des pertes d'emploi. Un immigrant qui vient au Québec, qui ne se trouve pas d'emploi, c'est un échec pour le Québec, c'est un échec pour l'immigrant. Alors là, justement, y a-t-il un effort à faire pour la reconnaissance des diplômes ou des savoir-faire? Ça, c'est clair. C'est pas normal de faire venir quelqu'un ici puis de ne pas y reconnaître son diplôme. Il y a quelque chose d'un peu paradoxal. Puis je dis pas qu'il faut reconnaître tous les diplômes. Non. Puis qu'il faut... Mais, bon. Mais au moins, on peut faire une propédeutique à zéro. C'est ça, qu'il peut faire une propédeutique ou une mise à niveau ou faire passer des tests pour s'assurer qu'ils sont à niveau. Mais de systématiquement discriminer, ça, c'est du corporatisme. Puis on a des corporations au Québec qui sont très bonnes pour ça, pour exclure les gens qui ne font pas partie de leurs associations. Et ça, pour moi, c'est inacceptable. Mais l'autre truc, c'est que l'immigration, moi, je n'ai pas de position dogmatique, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut en prendre 20 000, 30 000, 40 000 de plus, de moins? Mais j'ai deux problèmes. Un, je suis tanné de me faire dire
que dès qu'on dit qu'il faut diminuer ou qu'il faut geler les seuils d'immigration, qu'on est des racistes. Il faut arrêter d'avoir peur de ce débat-là. Puis c'est complètement aberrant de dire qu'on souffle sur les braises de l'intolérance à chaque fois qu'on dit qu'il faut geler ou qu'il faut diminuer l'immigration. On peut avoir, comme dans toutes les autres questions, un débat démocratique. Voilà. Bon. La deuxième chose, pour moi, la meilleure façon d'intégrer les immigrants, c'est le marché de l'emploi. Je pense que c'est l'endroit le plus intégrateur et il faut que nos seuils d'immigration soient en concordance avec nos besoins de main-d'œuvre. Et si nos besoins de main-d'œuvre... L'immigration choisie, donc. Si nos besoins de main-d'œuvre diminuent, c'est-à-dire si on a de plus en plus de chômeurs, bien, il va falloir réduire. Puis si c'est le contraire, on a une pénurie de main-d'œuvre, bien, il va falloir augmenter. Donc, au lieu d'avoir une position idéologique, je pense qu'il va y avoir une position pragmatique sur cet enjeu-là. Parfait. Alors, j'ai deux gros importants pour finir cette entrevue. L'éducation et l'aspect technologique. C'est important parce que ça change tous les aspects de notre vie. En particulier, l'arrivée majeure de l'intelligence artificielle et de la révolution numérique. Donc, alors, pour l'éducation... qui rejoint un peu le numérique et l'intelligence artificielle, Michel Blanc, qui a plutôt milité au Parti québécois, a proposé un plan numérique. Vous, comme plutôt soutenant une non-intervention, ou en tout cas moins d'intervention de l'État, est-ce que vous êtes d'accord avec un plan numérique et qu'il intervienne autant dans l'éducation que dans l'économie, je veux dire Bien, écoutez, moi, évidemment, vous venez de le dire, là, je suis un tenant de la liberté de marché. Moi, je veux justement qu'on enlève des barrières, des bâtons dans les roues aux entrepreneurs qui veulent justement se développer dans le numérique. On sait qu'il y a toute une génération qui va vivre de ça. Et il faut permettre... Tous les secteurs sont vraiment touchés. Il faut permettre à ces gens-là une plus grande liberté. Il faut leur donner plus d'argent dans leur poche, plus d'incitatifs à le faire. Mais que l'État dirige ça et soit le coordonnateur de la stratégie, ça, j'y crois pas du tout. Alors, regardez comment l'État dilapide notre argent quand il donne des subventions à Bombardier ou quand il se mêle de gérer une cimenterie en Gaspésie. Après, ou quand il s'en va se mêler du Cirque du Soleil. C'est toujours des fiascos. Moi, je veux pas vivre une fiasco, je veux vivre un succès. Puis les succès, c'est les entrepreneurs, puis c'est le secteur privé qui est capable de le faire, c'est pas le gouvernement. Donc, j'ai une approche un peu différente à cet égard. Alors, l'éducation, peut-être, c'est quand même, je voulais insister. Vous parlez de réintroduire du privé. Est-ce que vous seriez justement là aussi pour une décentralisation, pas une privatisation, mais disons au moins que chaque université puisse gérer un peu en fonction de son public, sa spécificité? D'abord, l'éducation, moi je crois qu'il faut donner plus d'autonomie aux écoles. Le point, puis tantôt je vous ai dit que j'étais un autonomiste au niveau constitutionnel, mais je le suis aussi au niveau de l'éducation. Je pense qu'il faut rendre nos directions d'école plus imputables, donner plus de pouvoir aux comités de parents au sein même des écoles, ramener ça sur le plancher des vaches, arrêter de tout décider au ministère de l'Éducation à Québec, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut... Mais est-ce que vous étiez pour quand même la suppression des commissions scolaires? Oui, ça, mais en même temps... Malheureusement, la CAQ, c'est ça le problème. Ils se sont attaqués au symbole et pas au problème. Ils ont aboli les élections scolaires, puis ils ont changé le nom de la structure. Mais ils ont fait, c'est comme Gaétan Barrette en matière de santé. C'est pas parce qu'on change les structures de place qu'on règle le problème. Des fois, les structures, il faut les aplatir. Et ça, ils ne l'ont pas fait. Et donc, il y aura encore du travail pour le Parti conservateur. Il y a beaucoup de travail. Il faut ramener ça au niveau local le plus possible. Puis je comprends qu'il y a certains services qui doivent être en commun. Le déneigement, par exemple, ou les autobus scolaires. Ou... Ça prend un curriculum aussi au niveau du contenu. Bon, il y a des choses qu'on peut mettre en commun entre certaines écoles. Il y a d'autres choses qui doivent être coordonnées à Québec. Mais de façon générale, les directions d'école doivent être beaucoup plus imputables. Un peu comme le secteur privé, c'est un peu ça qui se passe. Dans le secteur privé au Québec, les directions d'école ont beaucoup plus de pouvoir, sont beaucoup plus imputables. Ils sont beaucoup plus redevables aussi aux parents. Et c'est comme ça que je pense qu'on pourrait aussi gérer notre système public. Mais en tout cas, je pense qu'on a compris que vous êtes pour plus de liberté individuelle. Alors, je rappelle aux téléspectateurs que si vous voulez améliorer la connaissance de, disons, les valeurs que défend Éric Duhem, vous pouvez vous replonger dans ses ouvrages qui sont importants. L'État contre les jeunes, comment les baby-boomers ont détourné le système, VLB éditeur. 2013, Libérez-nous des syndicats, les éditions Genex. 2014, la SAC pousse le bouchon. Je me rappelle le jeu de mots et puis que ça avait bien marché dans les médias. Et puis, la fin de l'homosexualité et le dernier gay. Voilà, ça, disons, c'est à ce moment-là que vous avez dit... Alors, peut-être une dernière question. Est-ce que vous avez eu besoin de faire cette déclaration en 2017? Pourquoi pas plus tôt ou plus tard? Non? Je ne sais pas. C'était arrivé comme ça. Puis, je me suis dit pourquoi pas. Puis... Il y a des gens qui croyaient que c'était politiquement, même médiatiquement à Québec, il y a certaines personnes qui me prévoyaient ma fin en raison de ça, mais je vais vous dire qu'au Québec, en 2021, les gens sont
extraordinairement tolérant et ouvert, puis ça n'a jamais joué. Puis, mais dans la course à la direction, honnêtement, ce n'est pas du tout un enjeu. Donc, on vous souhaite une bonne course. Alors, je rappelle que beaucoup. les élections, pour ceux qui sont membres, c'est le 17 avril, je crois, 2021. Ceux qui veulent devenir membres, vous pouvez le faire, Parti conservateur Québec.org ou encore ericduhem.québec. En tout cas, on vous encourage à participer à la vie démocratique québécoise, qui est de plus en plus riche, puisque, comme vous l'avez souligné, il y a plus de partis, on n'est plus autour de cette dualité. Voilà, d'ailleurs, aux États-Unis aussi, enfin un peu partout. Voilà, merci beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup. Et on va vous souhaiter de bonnes courses. Merci, messieurs, dames, et à une prochaine fois.